Bonjour et bienvenue sur le podcast Résilience. Comment transformer les épreuves en véritable force intérieure. Je m'appelle Marion et je suis heureuse de vous accueillir sur cet espace où je vous partage des ressources et des clés précieuses pour vous aider et vous accompagner à vivre plus sereinement les différentes épreuves et défis que la vie peut parfois nous réserver. Inspirée de mes expériences personnelles, je vous dévoile en toute authenticité et avec humilité les compréhensions et déclics qui m'ont permis de dépasser certains challenges de vie et d'en retirer une véritable force intérieure. J'espère qu'à travers ces épisodes, vous trouverez une source d'inspiration, un nouvel élan d'espoir et de confiance en vous, pour qu'à votre tour, vous puissiez activer votre propre pouvoir de résilience. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier épisode du podcast Résilience. Comment transformer les épreuves en une véritable force intérieure. Donc je souhaitais aujourd'hui débuter par un éclaircissement, une mise au point sur ce que moi j'entends par le mot résilience et ce qu'il y a souvent en définition aussi dans les différents dictionnaires. Parce que souvent, on peut être amené à confondre résilience et résignation face à ce qui est dans nos vies et à la situation qui nous confronte. Être résilient, pour moi, c'est savoir accepter ce qu'il se passe, puis se donner les moyens de rebondir. C'est quand même différent de la résignation où on est plutôt à subir un événement, une situation, et d'en perdre le contrôle et de se sentir complètement dépassé et submergé par la situation et vraiment d'être dans cet état de victime et où on subit, tout à fait. On subit notre vie, les événements ou ce qu'on est en train de ressentir. Si je prends les définitions dans le dictionnaire, le mot résilience peut, sur la partie physique, être défini comme la valeur qui va caractériser la résistance au choc d'un matériau. Par exemple, le métal qui, choqué, va résister et quelle est sa valeur de résistance au choc. En psychologie, c'est l'aptitude d'un individu à surmonter les chocs traumatiques, c'est-à-dire cette capacité à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Donc ça, c'est plus un petit peu ce qui va nous concerner, parce qu'on va parler bien sûr de la psychologie, mais je trouve intéressant aussi de venir voir les autres définitions, et la suivante que je vais vous donner, c'est celle en écologie. C'est la capacité d'un écosystème ou d'une espèce à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel, c'est-à-dire cette capacité à se rétablir après une perturbation extérieure. Et je trouve qu'avec cette autre définition qui concerne l'écologie, l'environnement, ça peut très bien correspondre aussi à notre environnement intérieur, à cet état d'équilibre qu'on recherche psychologiquement et intérieurement dans nos différentes émotions. Et enfin, la dernière définition concernant l'informatique, eh bien, c'est la capacité d'un système à continuer à fonctionner même en cas de panne. Et même là, je trouve qu'il y a une résonance, une parallèle avec nous en tant qu'êtres humains. Si même on réfléchissait à ce que notre cerveau est comme un ordinateur, donc cet aspect et cette capacité à continuer à fonctionner même s'il y a eu un certain bug dans notre vie. Et c'est le parallèle là qui me vient, c'est par exemple un burn-out, une dépression, un choc traumatique qui a créé peut-être un blackout à un instant dans notre vie où on pense qu'on n'est plus capable de s'en relever alors qu'en réalité on a ce pouvoir de l'inconscient qui fait continuer notre corps à se mouvoir, à avancer, à
à vivre en fait. Même si notre esprit a subi cette panne, entre guillemets, de manière très imagée, notre corps, lui, continue à fonctionner. Et ça fait partie de ce pouvoir de résilience que nous avons en tant qu'être humain. Donc si je reprends un petit peu les mots-clés de ces différentes définitions dans ces différents domaines, c'est une valeur à la résistance. Notre valeur face à la résistance, c'est une aptitude à surmonter des chocs. C'est cette capacité à se construire et à vivre, à retrouver un état d'équilibre malgré des événements exceptionnels qui sont venus ponctuer et entrechoquer notre quotidien. Donc cette capacité d'adaptation, si on peut dire, d'un individu qui rencontre des défis ou des obstacles, et ce pouvoir de résilience, en fait, j'aime bien le voir comme un processus. C'est pas du jour au lendemain où on devient résilient. C'est vraiment un état d'être et un processus. Ce mot convient exactement. Il faut du temps, il faut de la connaissance de soi et c'est là où j'aimerais aussi préciser que chacun, comme on est tous uniques, comme on est des êtres tous différents, incomparables, eh bien on a tous notre propre niveau aussi de résilience. C'est de par notre caractère, de par qui on est, ce qu'on a vécu, mais aussi par rapport au contexte du choc ou du traumatisme vécu. Ça, c'est important de le retenir, qu'on a tous un niveau de résilience différent et qui nous est propre. Et donc, la comparaison n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, à travers ce podcast, je parle de mes propres expériences, de ma capacité que j'ai eue avec le temps, avec le travail que j'ai fait sur moi, des découvertes, des lectures, de me connaître, de savoir et d'identifier quels ont été mes schémas qui m'ont peut-être amené à vivre ce que j'ai vécu comme challenge, et aussi prendre conscience de aussi ma part d'impuissance, parce qu'il y a des choses où, entre guillemets, et c'est vraiment à prendre avec des pincettes, on est quand même co-responsable avec la vie de ce qu'on vit, de ce qui nous est amené. Mais bien évidemment, par exemple, le deuil, le décès d'une personne, on n'a aucun pouvoir là-dessus, donc aucune responsabilité. Et donc là, c'est vraiment un événement totalement extérieur qui nous impacte directement. Mais parfois, dans certaines situations, et là je parle plus dans certaines maladies psychosomatiques, bien évidemment, nos schémas de pensée peuvent induire des symptômes physiques ou comportementaux, addictifs ou différents. Et ça, je le vois au quotidien quand je reçois en consultation. Il y a quand même une corrélation inconsciente de quelque chose qui s'est engrammé suite à un événement et qui derrière va venir aussi somatiser physiquement. Et c'est vrai que des fois, on vit un événement, on n'est pas tout à fait capable de le digérer à ce moment-là et notre inconscient va se mettre en mode survie, sauvegarde, et va un petit peu le mettre sous le tapis. Et c'est que des années après où on va physiquement symptomiser une maladie ou une douleur, et on n'arrivera pas forcément à faire ce lien de manière immédiate ou consciente, parce que voilà, c'est des années et des années peut-être de comportement, de modification, de pensée qui derrière induisent tout ça. Alors bien évidemment, spoiler alerte, je ne suis pas un médecin. Toute maladie doit être suivie et traitée par la médecine classique. Moi, je parle uniquement de l'aspect psychologique et là encore, je ne suis pas psychologue de formation. Donc, bien évidemment, prenez du recul par rapport à ce que je dis dans ce podcast. Ça reste toujours des pistes de réflexion, des sujets de débat, bien évidemment, où
je suis pas là pour dire que je détiens la vérité, mais vraiment juste vous partager mes réflexions et prenez ce qui résonne avec vous. Si ça résonne pas, si ça vient vous confronter dans certaines situations où vous êtes en total désaccord, c'est ok et correct. D'accord? Là-dessus, je veux vraiment être claire et ce sera vraiment la ligne de conduite sur ce podcast et d'ailleurs toutes les publications que je ferai sur ce podcast et sur ma chaîne La Divine Alchimiste du Cœur. Ayez le cœur ouvert, l'esprit dans la découverte et le partage, mais vraiment, c'est en toute humilité que je partage mes réflexions sur cet espace. Donc, voilà, je souhaitais juste à faire ce disclaimer-là, ce petit aparté. Donc, pour en revenir au sujet de ce processus, je reviendrai sur un autre épisode par rapport à tout ce que moi j'ai pu vivre ces dernières années comme, entre guillemets, challenge de vie et épreuve. Mais j'ai pu identifier, en tout cas, ce qui m'a permis d'activer mon pouvoir de résilience, c'est 7 piliers. 7 piliers, même peut-être 8, si j'en rajoute un, qui pour moi est complémentaire. Le premier pilier, c'est se valoriser et s'accepter. Je sais que c'est pas forcément le plus aisé et le plus facile, et c'est souvent là où ça pêche beaucoup pour les gens, et tout à chacun, c'est cette confiance en soi et cette acceptation de notre être en entier dans toutes ses parts, qu'elles soient lumineuses et moins lumineuses. Et c'est difficile ça pour l'ego, d'accepter qu'on n'est pas forcément la personne toujours enthousiasme, toujours positif, toujours lumineuse, mais qu'on a aussi ces parts plus sombres, où on peut être des fois défaitiste ou plus pessimiste ou dans des peurs. Et ça, en fait, c'est un équilibre qu'il n'est pas évident de trouver, mais qui fait partie en fait de notre nature même d'être humain et de la nature en général. C'est toujours un équilibre, même quand on regarde les saisons, il y a un équilibre entre les saisons froides, les saisons chaudes, le printemps, l'automne. Il y a toujours des phases de transition. Et ça, c'est pareil dans notre acceptation de nous-mêmes. Il faut savoir accepter cette part yin, cette part yang aussi, si je parle un peu plus au niveau énergétique. La part yin, c'est la part plus féminine, plus douce, plus sensitive, plus intuitive. Et cette part yang qui est plus forte, plus masculine en elle-même, plus dans l'action, dans le faire. Alors que le yin, c'est être dans l'être, exactement, voilà. Donc, ce premier pilier, pour moi, c'est vraiment se valoriser et s'accepter. Et on peut même dire s'accepter pour se valoriser. Voilà, il n'y a pas forcément de sens, mais pour moi, ça, c'est le premier pilier, c'est vraiment la confiance en soi, l'acceptation de qui on est dans toutes nos parts. Ensuite, le second pilier, c'est arriver d'une certaine manière à gérer ses émotions ou ses impulsions et abandonner ce rôle de victime qu'on porte parfois. Je sais, c'est pas cool parfois d'entendre qu'on se positionne comme ça, parce que c'est pareil, on n'a pas forcément envie d'être victimisé. Mais je sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman de mémoire, victime, bourreau, sauveur. Eh bien, à tour de rôle, on est tout le temps dans un de ces trois masques. Et souvent, quand on est confronté à une épreuve, eh bien, on se positionne en victime. Et c'est vrai que c'est en prenant une certaine prise de recul, en se remettant un peu en question, et bien souvent on a besoin d'aide pour ça parce qu'on a un peu le nez dans le guidon et on a du mal à prendre ce recul pour se dire ok, quelle position j'ai par rapport à mes émotions, à mes comportements, mes pensées, quel pouvoir j'ai là-dessus. Car en réalité on a un vrai pouvoir et c'est quand on commence à s'en rendre compte que là le changement commence à se faire et on arrive mieux
à moins subir ses émotions et à être plus conscient de nos propres réactions face à telle ou telle chose. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième pilier, savoir mieux gérer ses émotions et avoir cette prise de recul sur soi-même et ses schémas de fonctionnement. Le troisième pilier que j'ai identifié, c'est s'entourer, demander de l'aide, du soutien et de l'accompagnement. Et là encore, notre ego, des fois, prend un coup parce que c'est souvent signe de faiblesse pour la plupart des gens dans notre société que de dire il faut que je me fasse aider. Non, il faut être fort, je suis capable de le faire toute seule, j'en ai la capacité, mais bien souvent, quand on est au fond du trou, le premier pas vers notre guérison et notre capacité de résilience, c'est oser demander de l'aide et s'entourer de personnes qui nous soutiennent, qui nous boostent, qui nous réconfortent. Et c'est vraiment pas un aveu de faiblesse, au contraire, moi je trouve ça vraiment, c'est une preuve de courage que d'oser montrer sa vulnérabilité. On a tous cette part de vulnérabilité en nous qui est plus ou moins importante, mais ça fait partie de notre authenticité. C'est quelque chose qui nous rend humains aussi. Parce que imaginez quelqu'un qui n'est jamais vulnérable, qui est toujours dans le dur, toujours dans la force, dans le j'y vais, la puissance. Enfin, pour moi, c'est une situation inconcevable. Moi qui aime la douceur, voilà, ce côté-là, c'est aussi important. Donc, avoir la capacité de s'entourer d'un environnement qui nous soutienne et qui nous permet de nous sentir accompagnés. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième, c'est être et rester optimiste. Donc je sais, ça va en faire sourire plus d'un, parce que c'est un peu à la mode. En tout cas, ça l'a beaucoup été, cet état d'esprit, la méthode Coué, moi ça me vient en tête là, de je dis tout va bien, je vais bien, tout va bien, comme Danny Boone le disait dans son sketch. Mais c'est une vraie réalité en fait. On en revient un petit peu aux émotions, mais là c'est notre mode de pensée. Essayer de rester optimiste, c'est cultiver un état d'esprit qui va nous aider dans ce processus de guérison et de résilience. Et c'est pas juste un beau discours, c'est vraiment quelque chose en tout cas que moi j'ai vécu. Je pense que l'état d'esprit dans lequel on se positionne dans chacune des épreuves qu'on vit aide à peut-être 50% de notre guérison. Quand on parle de maladie, mais ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison psychologique, ça peut être voilà, toutes sortes de guérisons, même physiques, mais pour moi, l'état d'esprit dans lequel on se positionne, c'est une des clés, vraiment un des piliers importants. Comment le nourrir et le rester, ça fait partie aussi de ce que l'entourage dans lequel on se pose peut venir nourrir et apporter aussi cette vague de ce nouveau souffle d'espoir ou en tout cas de bien-être. Parce que si on se met dans un environnement où tout le monde est très stressé, très angoissé, ils vont peut-être nourrir votre propre peur, vos propres pensées négatives et là ça devient encore plus lourd, on se rajoute de la charge psychologique. Alors que si on arrive à s'entourer d'un environnement plus doux, plus apaisé, ça vient nous aider directement à nourrir notre état d'esprit optimiste. Donc ensuite, le cinquième pilier que j'aimerais vous partager et que j'ai identifié sur cette capacité de résilience, c'est notre pouvoir à donner du sens à notre vie et à rester capable de planifier un futur. C'est-à-dire vraiment donner du sens à qui on est, du sens à ce que l'on fait. Pourquoi on a envie de grandir? Pourquoi on a envie de dépasser cette épreuve? Quel est le sens derrière ce besoin de
de dépasser ce moment challengeant. Derrière, qu'est-ce qu'on a envie qui perdure ou de vivre? Moi, je sais que à travers mon expérience de la maladie, c'était le sens vraiment qui m'a menée et qui m'a portée tout au long de ce parcours-là, c'était de dire je suis jeune maman et il est hors de question que je laisse mes enfants sans leur mère. C'était ça le sens, entre guillemets, de mon combat, mais le sens de la vie que je veux mener aussi. C'est être une mère pour mes enfants, une mère présente, une mère aimante, mais aussi ne pas délaisser mon conjoint et qu'il vive ensuite tout ça tout seul. C'est aussi, compliqué pour une personne qui perd un être cher de devoir après supporter une vie de famille en solo. Quand c'est pas quelque chose de décidé comme le cas d'une séparation ou d'un divorce, là ça aurait été lié à une maladie et pour moi c'était quelque chose aussi d'inconcevable. Donc même si sur le moment c'est difficile, mais c'était le sens que je voulais donner à mon processus de résilience. Et aujourd'hui je suis dans cette étape où je ressens la gratitude d'avoir réussi et surtout d'avoir du sens à ma vie et je sais quel est l'essentiel. L'essentiel, c'est ma famille, c'est que tout le monde soit en santé, que tout le monde se porte bien et soit heureux. Donc, je sais que ça, c'est un petit peu l'objectif de tout le monde, en tout cas, qui a une famille et voilà, mais je ne vais pas débattre sur le sens de ma vie et celle que vous pouvez donner à la vôtre, mais voilà, le cinquième pilier pour moi, c'est vraiment être en capacité de donner du sens à sa vie et il y avait aussi cet aspect, être en capacité de planifier un futur. Parce que des fois, quand on est face à un défi ou quelque chose de compliqué, on a du mal à se projeter. On a beaucoup de mal parce qu'on se dit ça y est, tout est fini, c'est terminé, je ne pourrai plus vivre ça, ni faire ça. Et je pense que c'est un peu lié avec cet aspect d'optimisme, d'esprit optimiste, c'est conserver des projets, se projeter vers l'avenir comme si on avait dépassé avec succès cette épreuve, ce challenge, et que, en fait, maintenant, c'est bon, on peut concrétiser ces projets-là et on y croit. Et d'ailleurs, ça fait lien avec le sixième pilier, qui est celui de devenir acteur de sa vie, de prendre sa responsabilité. Et ça, pour moi personnellement, ça a été un gros déclic, parce que souvent, on aime bien aussi se laisser porter par ce qui nous entoure, par des décisions de certaines personnes ou avis. Et souvent, on est amené par la suite à vivre des choses qui ne sont pas forcément de notre choix, mais parce qu'on a pris cette habitude de répondre ou de suivre certains diktats ou programmes éducatifs, eh bien, on finit par faire des choses qui ne nous conviennent plus, mais on se dit, bah, ouais, c'est comme ça. Mais en réalité, on est l'acteur de notre propre vie. Et quand on prend conscience qu'on est responsable de ce que l'on peut vivre, on peut en conscience se mettre dans l'action dans le sens que l'on souhaite. Donc c'est vraiment une responsabilisation de nos actes, de nos pensées et de toute notre vie en général. Le septième pilier, c'est apprendre de nos erreurs, orienter nos pensées vers des solutions. C'est ce qu'on peut appeler les apprentissages. C'est un petit peu, la situation où ce qu'on vit, ce sont peut-être des schémas répétitifs. Et apprendre de nos erreurs, c'est au-delà d'éviter de refaire les mêmes choses, de revivre les mêmes
douleur, c'est d'arriver à prendre conscience de nos comportements inadaptés ou en tout cas qui se répètent et qui sont liés à des blessures souvent émotionnelles. Et c'est une fois qu'on a mis le doigt sur ces blessures émotionnelles qu'on peut apprendre de nos erreurs et modifier un petit peu tout ça. Donc c'est apprendre de notre passé pour mieux construire notre futur. Et ça, c'est une clé pas toujours évidente à faire, parce qu'il faut avoir une certaine lucidité et compréhension de ce qui se joue ou de ce qui s'est joué dans notre vie. Mais c'est possible en se faisant aider. Bien souvent, les psychologues, des thérapeutes qui viennent travailler sur un petit peu tout ça, sur les héritages familiaux, sur les mémoires inconscientes en hypnose, sur plein d'autres choses, peuvent venir beaucoup aider. C'est apprendre à se connaître et à identifier nos éventuelles erreurs qui en fait ne sont pas des échecs bien évidemment, mais plutôt des sources d'apprentissage. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, à chaque fois qu'il tombe, il persévère, il en apprend quelque chose de nouveau. Il ne perçoit pas ça comme un échec ou comme une erreur, mais plutôt comme un moyen de modifier une légère façon de faire, peut-être une prise différente ou peut-être un équilibre différent pour pouvoir ensuite accéder à sa réussite, à son succès, et il va arriver à marcher. Eh bien, c'est pareil dans ce processus de résilience. Et le dernier pilier que je vais vous partager et qui pour moi est vraiment complémentaire et vient un peu conclure tout ça, c'est la gratitude et la confiance en la vie. Vraiment, c'est quelque chose qui, pareil, peut sembler un peu de la poudre aux yeux, mais pour moi, être dans la gratitude, c'est remercier chaque jour cette capacité qu'on peut avoir à repartir de zéro et à pouvoir le décider, ou en tout cas, dans certaines situations, remercier pour tout ce qu'on a déjà. Et garder cette confiance en la vie, cet espoir que c'est possible. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la création de ce podcast et de ma chaîne YouTube La Divine Alchimiste du Cœur, c'est partager ou en tout cas inspirer les gens à ce que c'est possible. Si moi j'y suis arrivée à traverser certaines choses, c'est possible pour vous aussi. Même si on est tous différents, on a tous ce pouvoir-là. Et c'est vraiment cet espoir, cette confiance en soi qui vient un petit peu englober et qui est un peu le papier du paquet cadeau de la résilience. C'est pouvoir remercier et se remercier aussi de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a su traverser et prendre conscience du chemin parcouru et de se dire ok, j'en suis là aujourd'hui, c'est difficile, mais regarde un petit peu en arrière sans s'arrêter sur des moments précis, mais sois fier de tout ce que tu as traversé, sois fier de comment tu as évolué et grandi et remercie-toi d'avoir déjà vécu tout ça, d'avoir su dépasser tout ça. Et tu sais que tu en as le pouvoir. Voilà, c'est vraiment cette foi qu'on peut venir nourrir en soi. Eh bien, écoutez, j'en suis à quasiment 30 minutes de podcast. J'espère que ce premier épisode vous a plu, que ça vous a apporté peut-être quelques clés de compréhension, ou en tout cas des sujets de réflexion. Je vous souhaite une bonne fin d'écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à le partager et à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Résilience sur ma chaîne YouTube La Divine Alchimiste du Cœur, ainsi que sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez aller plus loin et ressentez le besoin d'un accompagnement plus spécifique et personnalisé avec moi, vous pouvez retrouver toutes mes offres et services sur mon site internet marionguijou.fr. À très bientôt pour un prochain épisode de Résilience.